Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous vous demandez certainement qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis sorti du studio. Eh bien aujourd'hui on ne va pas parler d'informatique, on va plutôt parler de mécanique. En effet, j'ai décidé de vous faire un petit hors-série, une petite vidéo un peu différente de d'habitude, où aujourd'hui on va bosser sur ma voiture. On a deux grandes missions aujourd'hui. La première, c'est de faire un petit peu de maintenance sur ma voiture et la deuxième, c'est de la modifier pour qu'elle ait un peu plus de puissance. J'ai décidé de partager ça sur YouTube pour deux raisons. La première, c'est que je me suis dit que ça pourrait être juste fun et intéressant. Et la deuxième, c'est qu'au moins j'aurai un peu de YouTube money si jamais j'ai besoin de racheter un nouveau moteur. La voiture sur laquelle on va bosser aujourd'hui, c'est ma voiture de tous les jours, à savoir ma Ford Sportca de 2005. Alors ouais, c'était pas un bolide, c'est clairement pas la voiture la plus extraordinaire du monde. Par contre, c'est très fun à conduire et c'est une voiture que j'ai achetée il y a un peu plus d'un an pour pas très cher. J'ai payé ça moins cher que mon téléphone avec seulement à peine plus de 70 000 km au compteur. Alors bien sûr, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour commencer à bosser sur ma voiture. J'ai déjà fait pas mal de choses dessus, mais j'ai de nouveau un petit peu de maintenance à faire. Notamment, on a une vidange à faire et j'ai également acheté quelques pièces pour la modifier et lui donner un peu plus de puissance. Enfin, on va voir si ça fonctionne vraiment, honnêtement j'en doute un petit peu. C'est une voiture qui d'origine fait 95 chevaux pour 950 kg, mais on va essayer de lui donner un tout petit peu plus de puissance. On a deux choses à installer, on a un arbre à cam performance et on a un boîtier pour interagir avec l'ECU et changer un petit peu la cartographie. Bien sûr, puisque je compte modifier ma voiture et potentiellement en affecter les performances, eh bien ce serait d'abord important de quantifier ces performances. On va s'intéresser au 0 à 100 puisque c'est plutôt facile à mesurer. D'origine, cette voiture était donnée pour 9,7 secondes du 0 à 100, ce qui, comme je l'ai dit précédemment, n'a rien d'un bolide et rien d'extraordinaire. J'ai donc sorti l'application pour remesurer le 0 à 100. On va obtenir une valeur, on va voir si ça correspond au chiffre d'origine ou pas. Et une fois qu'on aura modifié la voiture, et si le moteur tourne toujours, on pourra remesurer le 0 à 100 et voir si quelque chose a changé. 0 à 100, c'est parti. Wow. Ok, bon, c'était pas le 0 à 100 le plus propre du monde et on a obtenu 12 secondes 61. Bon, au moins l'avantage c'est qu'on a de la marge pour améliorer ce score. Voilà, j'ai rentré la voiture dans le garage, elle a également eu le temps de refroidir. On va pouvoir commencer à travailler. Je vais vous faire une petite liste de tout ce qu'il y a à faire. Certaines choses que je ne vais pas pouvoir faire moi-même, par exemple remplacer les pneus ou refaire la géométrie, puisque ça demande des équipements un peu spécifiques, donc pour ça la voiture passera au garage. En revanche, ce que l'on va faire, c'est la vidange. J'ai un bidon d'huile, on a le filtre à huile également à changer. Je vais nettoyer mon filtre à air KN. J'ai installé ça il y a un peu plus d'un an sur la voiture. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas nettoyé depuis. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les avantages et les défauts des filtres à air KN et des filtres à air performance en général, à savoir que le filtre à air en lui-même n'apporte pas grand chose à la voiture, sauf quand on commence à faire des modifications. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le seul truc sympa, c'est que ça fait un bruit d'admission qui est justement un peu plus sympa que ce que l'on a d'origine. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il est placé comme ça, eh bien c'est parce que le kit est conçu comme ça, et surtout il n'y a pas vraiment d'espace sous le capot pour faire mieux. Un autre avantage de ces filtres, c'est qu'on n'a pas besoin de les remplacer. Ils sont garantis pour, je crois que c'est 1 million de miles, ça fait plus d'1 600 000 km. Et l'avantage, donc, c'est qu'on peut les nettoyer. Il suffit de les rincer avec de l'eau. Il y a des kits avec des produits pour le nettoyer et ensuite le rehuiler. Et le filtre à air est reparti pour un tour. Il faut juste penser à le faire régulièrement et au final, c'est plus de boulot que de simplement remplacer un filtre à air papier. Enfin, on en arrive aux modifications et c'est la première chose que l'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'installer un arbre à cam performance. L'arbre à cam, c'est ce qui contrôle l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement. C'est donc mécaniquement un arbre avec dessus des cams. Ce qui est important, c'est le profil des cams, puisque ce profil va également correspondre au profil d'ouverture des soupapes. C'est entièrement mécanique, mais c'est en quelque sorte de la programmation, puisque juste en jouant sur les cams, on va pouvoir jouer sur l'amplitude d'ouverture des soupapes, la durée d'ouverture des soupapes et le timing d'ouverture des soupapes, juste avec un bout de ferraille. Alors ici, j'ai de la chance, on a un moteur ultra basique. C'est un 1,6 litre atmosphérique, 4 cylindres, avec seulement
8 soupapes. Donc on a un seul arbre à cam, contrairement à la plupart des moteurs qui en ont aujourd'hui 2, avec donc les 8 soupapes qui sont représentées par les 8 cams. Remplacer un arbre à cam, selon les moteurs, ça peut être soit une opération très simple, c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'on a l'un des cas les plus simples possibles, ou alors ça peut être à l'inverse extrêmement compliqué, ça dépend de la mécanique. Et après on pourra faire la vidange du moteur, ce serait idiot de faire les choses dans l'ordre inverse. Si après ça le moteur fonctionne toujours, parce que oui c'est le risque quand on touche à un arbre à cam, c'est que si on fait une connerie on peut aussi faire beaucoup de dégâts, mais si le moteur fonctionne toujours après ça, on pourra nettoyer le filtre à air et après je pourrai envoyer la voiture au garage pour avoir des nouveaux pneus et la géométrie de refaite. Et bien sûr, je n'oublie pas l'autre modification que l'on doit faire pour les performances. Ça viendra un peu après, mais je dois installer ce boîtier. Il s'agit d'un boîtier Unichip X avec dessus, je croise les doigts, la cartographie qui va bien pour mon moteur. Le souci, c'est qu'il y a des moteurs et des voitures où il n'y a pas de très grosse communauté avec énormément de modifications et de choses disponibles. Donc ça, c'est un petit peu la seule solution que j'ai trouvée à un prix raisonnable pour pouvoir essayer de tirer un peu plus de puissance. En théorie, on peut grimper jusqu'à 120 chevaux avec ce truc-là. Je garde l'installation du boîtier pour la fin parce que même si l'électricité, c'est quand même un petit peu mon domaine, c'est aussi le truc qui me laisse le plus perplexe étant donné que voilà le schéma d'installation que j'ai reçu avec le boîtier. Allez comprendre quelque chose à ça, ça fait un peu peur. Donc il faut recabler ce boîtier sur le faisceau électrique qui va sur l'ECU, l'unité de contrôle moteur, qui se trouve sur cette voiture dans l'habitacle. Ça va être assez galère à faire parce que non seulement le schéma est loin d'être très clair, en plus de ça, l'ECU n'est pas très facilement accessible. On a donc ce petit faisceau que l'on doit recabler d'un côté sur le faisceau électrique d'origine et de l'autre côté, on a les prises pour venir se brancher sur le boîtier Unichip. L'intérêt de ce système, c'est qu'on a également ce petit circuit imprimé qu'on peut venir brancher sur les prises et qui permet de supprimer le boîtier. Donc si par exemple on veut passer le contrôle technique ou si on a juste besoin de retrouver la voiture dans son état d'origine, on débranche le boîtier Unichip, on rebranche ce truc et en théorie, ça refonctionne comme d'origine. Et dans le principe, ces boîtiers Unichip permettent de faire beaucoup plus de choses puisqu'on peut bien sûr le connecter à un PC pour jouer avec la carte et puis modifier tous les paramètres, on peut rajouter des capteurs et on peut avoir différentes maps. Mais je garde l'installation du boîtier pour la fin et on va commencer par l'arbre à cam. En théorie, ce n'est pas très compliqué, maintenant, place à la pratique. D'ailleurs, je vous recommande, lorsque vous commencez à toucher à votre moteur, d'aller faire un tour sur Internet pour récupérer la documentation technique du moteur. C'est ce que j'ai fait et ça permet notamment d'avoir tous les couples de serrage et l'ordre de montage et de démontage, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter de faire des bêtises. Et voilà la bête. On a au centre l'arbre à cam que l'on doit remplacer, les 5 paliers, la chaîne de distribution sur sa poulie, et en dessous, on a les poussoirs sur lesquels les cams poussent pour ouvrir les soupapes. Maintenant, c'est là où ça devient un peu plus compliqué car je dois retirer l'arbre à cam sans affecter la distribution. J'ai pas envie de refaire la distribution complète, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de temps. J'ai vu qu'il était possible de simplement déboulonner la poulie qu'on a là et de tenir la chaîne dessus, de retirer l'arbre à cam, de remettre le nouveau, sans pour autant avoir à refaire la distribution complète. C'est là où il faut faire très attention parce que si on a un décalage dans la distribution, on fout le moteur en l'air. Petite astuce d'internet pour garder la chaîne sous tension et ne pas avoir à refaire la distribution, c'est le collier de Riesland. A few moments later. Voilà, l'arbre à cam est installé, j'ai remonté tous les paliers, j'ai remonté la poulie avec la chaîne, je viens de tout serrer avec les bons couples. Normalement, ça doit le faire, j'ai fait tourner un peu le moteur également à la main, j'ai pas entendu, j'ai pas senti de problème. Tout à l'heure, avant de redémarrer, je vais laisser les bougies débranchées pour faire tourner le moteur sans qu'il démarre.
Premièrement, pour refaire monter un peu d'huile vers le nouvel arbre à cam que l'on vient d'installer. Et deuxièmement, pour s'assurer qu'il n'y a pas de collision entre les pistons et les soupapes, parce que là, par contre, ça serait dramatique. Vous pouvez voir également que j'ai retiré le filtre à air, j'en ai profité pour prendre de l'avance. Je l'ai déjà nettoyé, il est en train de sécher. On va pouvoir ensuite remettre de l'huile dessus. Et ce que je vais faire maintenant, c'est nettoyer le dessus de la culasse pour qu'on n'ait pas de résidus, pas de poussière, pas d'huile, et on va pouvoir réinstaller le couvre-culasse. J'ai acheté un nouveau joint, je ne sais pas si ça va être nécessaire, celui d'origine a l'air en bon état, et j'avais pas de fuite, donc c'est plutôt bien, mais bon, au cas où, j'ai un joint tout neuf sous la main. Bonne nouvelle, le moteur tourne, on n'a pas eu de collision entre les pistons et les soupapes. Je vais pouvoir ensuite remonter le filtre à air dès qu'il sera sec et on pourra démarrer le moteur. Ça va aussi permettre de faire chauffer tout ça pour que l'huile soit un peu moins visqueuse avant de faire la vidange. Me revoilà quelques jours plus tard, vous pouvez voir que je suis passé au garage, j'ai une paire de pneus neufs à l'avant, la géométrie a été refaite donc maintenant la voiture file parfaitement droit et vous pouvez voir que cette jante a l'air neuve, c'est parce qu'elle l'est, alors pas complètement, elle est d'occasion, mais je l'ai remplacée car celle que j'avais à l'origine était en sale état. Et sous le capot, tout va bien, ça fait une semaine maintenant que j'ai installé le nouvel arbre à cam, le moteur tourne correctement. Je ne peux pas dire que ça fasse une grosse différence au niveau des sensations de conduite. La plus grosse différence, elle est sonore. Le son du moteur a légèrement changé, notamment à haut régime, on a un son un peu plus grave, mais au niveau des sensations, difficile de dire s'il y a vraiment une différence. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'après avoir fait tout ça, il n'y a pas de fuite d'huile, ce qui veut dire que j'ai tout remonté correctement. Maintenant, il nous reste une modification à faire, c'est installer le fameux boîtier de chez Unichip. Et pour faire ça, il va falloir toucher au faisceau électrique qui se trouve au niveau de l'ECU, sous le tableau de bord. C'est parti pour le plus gros challenge, je dois recabler ce bout de faisceau électrique à partir de ce super schéma sur mon ECU d'origine. Alors je vous l'ai dit, sur ma voiture, l'ECU se trouve sous le tableau de bord, derrière la boîte à gants, caché juste ici. La difficulté, c'est que l'ECU est conçu pour ne pas facilement être démonté. Je pense que c'est pour des raisons de sécurité, pour ne pas pouvoir voler facilement la voiture. Donc l'ECU est accroché derrière le tableau de bord et on ne peut pas le retirer sans démonter le tableau de bord. Et on ne peut pas non plus le débrancher puisqu'il y a une prise avec au milieu une vis qui est conçue comme vis inviolable. C'est une vis qui n'a pas d'empreinte, donc on ne peut pas facilement la dévisser. Et donc je dois venir câbler mon petit bout de faisceau électrique sur ce gros faisceau électrique principal sans faire d'erreur et en espérant que le schéma soit correct. Ça va vraiment être galère, je ne sais même pas encore comment je vais réussir à faire ça. En plus le schéma a été modifié, corrigé à la main, je ne sais même pas si le schéma est bon. J'espère également qu'il y a la bonne cartographie d'installer sur ce boîtier parce que malheureusement j'ai acheté ça chez SWR et ils ont une petite réputation de fournir ces boîtiers avec une mauvaise cartographie. Donc on est obligé de le reprogrammer après. Et je le précise au cas où, mais j'ai bien sûr pensé à débrancher la batterie, ce qui est quand même très important avant de s'attaquer à ce genre d'éléments. Quelle galère, ça fait 1 heure que j'y suis.
J'ai réussi à patcher déjà une partie des fils. On va finir ce boulot là, il me reste une paire différentielle à patcher et après on pourra voir si ça démarre ou pas. Eh bien on y est, j'ai fini de câbler mon petit bout de faisceau. C'est pas super propre, il faut que je nettoie un peu mon câblage là-bas, que je serre tous les colliers que j'ai mis. Il y a également un capot en plastique qui vient par-dessus pour cacher un peu tout ça. Donc au final, ça ne devrait pas être si horrible que ça. Mais donc il est temps de savoir si j'ai fait une connerie ou pas. Au mieux, ça va fonctionner. Sinon, la voiture ne va pas démarrer. Et au pire, on peut carrément cramer le CU. Et là, ce serait une vraie galère. Donc je vais déjà essayer de démarrer en utilisant ce qu'ils appellent le Unibridge. C'est le petit bout de PCB qu'on a ici qui permet de patcher le faisceau. Et logiquement, dans cette configuration, ça doit fonctionner comme si on n'avait rien touché, comme si on avait juste le CU d'origine. Donc on va déjà voir si ça démarre comme ça. Et si ça fonctionne, j'aurai plus ensuite qu'à brancher le boîtier Unichip. Ne paniquons pas. Bon, génial, ça fonctionne. J'ai une petite frayeur au début. Je ne sais pas pourquoi, avec ce truc-là, ça ne fonctionne pas, alors qu'on est censé pouvoir patcher le faisceau et pouvoir fonctionner sans le boîtier Unichip à l'aide du Unibridge. Donc tant pis pour ce truc-là. Par contre, une fois le boîtier de raccordé, eh bien, le moteur tourne. J'ai pas encore roulé avec la voiture, mais pour le moment, ça se comportait plutôt bien. On avait un ralenti qui avait l'air stable, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que je sais que si on n'a pas la bonne map, si on n'a pas la bonne carto là-dessus, ça fout un bordel pas possible. Donc là, de ce que j'ai vu, ça fonctionne pas trop mal. Je vais aller faire un tour avec la voiture et puis on va voir ce que ça donne. Bon et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La voiture roule toujours, c'est la bonne nouvelle, j'ai pas besoin de racheter un moteur. Elle est toute belle, toute propre, on a fait toute la maintenance qu'il y avait à faire. Pour ce qui est des performances, c'est difficile à dire. Je sens qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est pas énormissime, c'est-à-dire que la différence n'est pas monumentale, mais il y a quand même une petite différence. Par contre, une chose qui a changé, c'est la sonorité. Le bruit du moteur n'est pas le même et lorsqu'on le pousse un peu dans les tours, il y a un son un peu différent, un peu plus grave qu'il n'y avait pas avant. On va tester les performances un peu plus loin, au même endroit que là où on a testé l'autre jour, comme ça on aura la même configuration. C'est parti pour la conclusion de cette vidéo, le 0 à 100 après les modifications. 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, le score final est de 11 secondes 39. Donc j'ai gagné 1,3 secondes avec les modifications. J'ai quand même l'impression que la voiture tire un petit peu plus fort qu'avant, mais ça peut aussi juste être moi qui ai fait un meilleur départ et des meilleurs changements de vitesse. Même si le problème avec une boîte manuelle, c'est que on perd du temps justement à changer de vitesse. 11 secondes 39, c'est pas non plus extraordinaire. Après, je vous ai prévenu, cette voiture, c'est pas une voiture de compète. Et puis la méthode de mesure aussi est peut-être pas la meilleure qui soit. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était un format et un sujet un peu différent de d'habitude. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.